Eh ben, bonjour à tous, merci de me permettre de vous raconter cette intervention que j'ai déjà racontée, cette recherche-action, que j'ai déjà racontée plusieurs fois, donc je pense que c'est une des dernières fois que j'en parle, puisque je finirai sur les futurs travaux, et donc j'aurai, je pense, des nouvelles choses à raconter. Et puis merci Flore pour cette introduction, et puis vous verrez que Flore, ou Adriana et Fabien sont aussi présents dans cette recherche action, puisqu'ils sont intervenus au bon moment, juste au démarrage du projet, pour pas qu'on parte dans des pistes qu'on aurait peut-être mal explorées. Donc je vais plutôt mettre le focus aujourd'hui sur une démarche d'évaluation des facteurs de risque ou des charges de travail qu'on n'avait pas forcément envisagées au départ, mais qui rejoint, on va dire, quand même des approches assez anciennes sur les TMS. Donc, cette recherche-action, elle a pris place dans un projet de recherche financé par l'ANR, qu'un collègue à moi, en fait, a eu et qui est décédé. Donc, c'est moi qui l'ai récupéré, le projet de recherche, pas très gai, opportunité. Donc, l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche. Donc, lui, il est psychologue du travail et moi, je suis ergonome. Donc, on n'a pas attrapé, évidemment, les choses de la même manière, puisque lui, son programme, c'était mesurer l'acceptabilité et que ça n'allait pas être le mien spécialement. Et puis, j'ai travaillé avec deux postdoctorants, donc d'abord Soufiane Azouag, qui est maintenant maître de conférence au Maroc, et Emma Sipelletti, qui a fait plusieurs postdocs et qui est en attente d'opportunités, comme on dit. Voilà. Les partenaires du projet, donc des laboratoires principalement en informatique, un intégrateur, donc c'est celui qui est chargé d'adapter des robots dans les entreprises. Donc en fait, il y a des fournisseurs de robots et il faut des intégrateurs pour programmer spécifiquement les robots dans les situations de travail. Donc la demande de départ. Ouais. Donc c'est une entreprise qui fait de la sérigraphie sur verre, donc j'ai pu emmener une trace du travail bien fait. C'est plus pratique que quand on bosse sur les canards où voilà, on peut amener directement le produit. Si vous voulez, vous pourrez essayer de venir voir, puisque ce produit en fait est un produit en défaut, un rebut, et essayer de trouver le défaut de sérigraphie. Donc voilà, donc, une manière de mesurer la qualité du travail. Donc c'est un travail quand même à la chaîne, avec forte dépendance, les trois types de dépendance que Willy a mentionné aussi dans son introduction, et avec plusieurs facteurs de risque de TMS. La demande de l'entreprise, c'est d'introduire un collaborateur robot. Le néologisme de la contraction de ces deux mots, c'est COBO, pour réduire la pénibilité des postes de travail. Donc là, je vous ai mis un robot tout court, puisqu'il n'est pas en situation de collaboration, mais c'est à peu près le même type de collaborateur robot qui doit être mis sur le poste de travail, ou les postes de travail. Donc nous, voilà, on se renseigne, Industrie 4.0, tout ça, hop, les promesses de l'Industrie 4.0, réduction des TMS, c'est affiché en grand, c'est écrit partout, donc on se dit, facile. On va aller mesurer les facteurs de risque dans les situations de travail, et puis on va voir, on va déléguer, parce que qui dit collaboration, dit répartition du travail entre deux entités, et c'est là que les modèles sont peut-être à se poser, c'est-à-dire est-ce qu'un collaborateur robot, on le met dans le carré la tâche, moyen de travail, ou est-ce que c'est un autre agent un peu bizarre avec qui on collabore? Je n'ai pas la réponse. Donc, on va lui donner à ce collaborateur robot, lui qui peut tout faire, qui est rapide et qui a plein de force, etc., a priori, les facteurs de risque, les tâches où il y a les plus gros facteurs de risque. Ça, c'est notre hypothèse. Donc, on allait faire ça. Et puis, on a eu la chance de participer à une journée de recherche-action pas très officielle, un peu officieuse, ou en tout cas qui avait été organisée par l'INRS, où on a rencontré les collègues du CNAM. Donc, j'ai pas mis les noms, mais comme voilà, je me situe entre la plupart des coms des gens qu'on a rencontrés ce jour-là, voilà. Donc, avec cet avertissement, attention, les promesses de l'Industrie 4.0, elles sont pas toujours faciles à tenir en situation. Il y a une certaine immaturité technologique, elle n'est pas vraiment à l'épreuve du réel. Donc,
peut-être qu'il faut se méfier de notre idée. Oui, ça va être simple, on va filer aux collaborateurs robots les tâches les plus à charge. Et puis Fabien Coutarel qui nous a alerté aussi en disant mais attention, souvent quand on met des robots en situation, ça appauvrit le travail et notamment sur la charge cognitive. Ou alors les opérateurs ils se retrouvent à gérer tout ce qui n'est pas normal, toutes les variabilités, tout ça. Donc en fait au final on va dégrader, même si on décharge une partie de la charge physique du travail. Et puis donc l'équipe de l'INRS qui travaillait sur notamment un bras robot, enfin vous verrez après, j'imagine, qui rappelait l'importance d'une approche du geste sur 3 dimensions et comment on pouvait articuler ces 3 dimensions dans l'analyse des gestes professionnels. Donc une dimension physique, cognitive et psychosociale qu'on pourrait découper en 2, mais bon, voilà, et psychosociale. Donc là, on s'est dit, bon, alors on va revoir notre hypothèse. Va falloir quand même qu'on associe absolument les opérateurs à la démarche. On l'aurait fait, mais bon, peut-être pas autant, pour éviter toute évaluation experte et toute répartition des tâches comme ça un peu rapidement. Et puis on s'est dit, bah, c'est bien, on va utiliser le projet qui mobilise l'entreprise pour inscrire la prévention des TMS. Donc ça, c'était un principe qu'on avait vu dans le projet prévention durable des TMS auquel plusieurs d'entre vous, j'ai vu dans la salle, ont contribué. Donc on s'est dit, on prend le projet principal qui mobilise l'entreprise et on va dedans inscrire la prévention des TMS. Il y a plus de chances que tout le monde se mobilise là-dessus. On s'est dit, peut-être qu'on pourrait se demander si l'opérateur, il a le même vécu de la charge physique du travail que l'ergonome qui l'évalue. Bon, là, c'est parce que j'ai des collègues psychologues qui m'ont dit « attends, subjectivité » et tout ça. Mais je vous invite à vous poser la question et vous verrez pourquoi ça peut être important des fois de se poser cette question-là. Et puis, dans les documents OREJ, donc 2010, je ne sais pas si vous les avez en tête, il y a cette double évaluation qui est proposée dans ce document-là. Une évaluation par un évaluateur externe, un observateur formé pour analyser l'activité, et une évaluation par l'opérateur lui-même de sa propre charge, effort, etc. Donc on se dit, bah, tiens, on va reprendre un peu cette idée-là de double évaluation, avec aussi des travaux peut-être qui n'ont pas, importants et précurseurs donc de bourgeois et collaborateurs, sur le fait qu'il y a des différences entre les individus dans le vécu du travail. Il y a un côté personnel aussi au travail et qu'il va falloir en tenir compte dans ce projet. Et nous, on a rajouté quelque chose qui reviendra aussi pour comprendre plus tard les résultats. Qu'est-ce qui fait sens pour l'opérateur, finalement ? Si on ne veut pas appauvrir la future situation de travail, enfin la situation de travail réelle, si on ne veut pas l'appauvrir, il faut que finalement, on arrive à identifier c'est quoi le cœur de métier, l'essentiel. Qu'est-ce qu'ils veulent absolument ces gens? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont se lever le matin? Donc on est allé chercher des écrits sur le sens du travail, certes. Le sens de l'activité, il n'y avait pas grand-chose. Donc on a essayé de faire une mayonnaise avec tout ça. Donc d'un point de vue de la méthode, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. C'est une méthode assez classique en recherche-action. On fait des observations ouvertes. On filme une partie des observations pour pouvoir faire ensuite des entretiens d'autoconfrontation. On a fait une évaluation des facteurs de charge de travail au poste en utilisant la grille APACT. Je pense qu'on aurait pu en prendre d'autres, mais voilà, on a pris celle-là. Elle était très complète comme ça. On a donc ensuite transformé les indicateurs de la grille APACT en questions sur lesquelles les gens pouvaient se positionner de 0 à 10 pour pouvoir évaluer leur vécu des charges de travail. Et ensuite, on a fait un entretien d'autoconfrontation, à la fois pour valider avec eux les process qu'on avait pu mettre en œuvre, permettre d'exprimer sur le ressenti d'évaluation des charges, et puis pour évoquer cette question-là. Et vous, alors, si vous deviez déléguer aux collaborateurs robots une tâche ou des tâches parmi tout ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimeriez leur donner à ces collaborateurs robots? Voilà. Et puis après ces entretiens, on a fait donc des simulations de l'activité de collaboration future avec les scénarios, tout ça. C'est pas l'objet aujourd'hui, mais on est allé jusqu'au bout pour pouvoir faire nos recommandations.
Donc, du point de vue de la situation de travail, on a deux lignes de production avec deux types de produits. Donc, il y a des brocs comme ça, puis il y a des bouteilles. Et donc, il y a trois opérateurs qui sont en forte dépendance temporelle et spatiale. Le premier, il est chargé de récupérer les brocs sur la ligne en sortie de four. Donc, ils ont été sérigraphiés avant et puis ils sont cuits pour bien inscrire la sérigraphie sur le verre. Donc lui doit faire un contrôle visuel de chaque broc et ensuite les passer au poste suivant, qui est un poste de conditionnement en carton. Et ensuite, le dernier poste, c'est un poste de palettisation. Donc il va fermer les cartons et monter une palette selon un plan de palette prévu. Et puis sur la même ligne, on peut mettre des bouteilles sérigraphiées qui, elles, sont directement passées du four à la palette. Donc concrètement, voici la situation de travail. Donc le poste de contrôle visuel et prélèvement. Donc là, elle a de la chance, elle va pouvoir faire une petite pause, il n'y a rien qui arrive. Contrairement à cette situation, on voit qu'il y a un peu un enjeu temporel, c'est qu'il faut vraiment récupérer les brocs avant qu'ils arrivent au bout, sinon ils tombent. Ils cassent, et donc assurer le contrôle visuel de chacun des décors. Ici, on a le poste donc de mise en carton, où il y a un second contrôle visuel plus rapide qui est réalisé, et derrière, on voit l'opérateur qui fait la palette. Donc on a à la fin des observations, on se dit que dans la situation de travail, il y a quand même pas mal de facteurs de risque, qu'ils travaillent sur des bureaux, sur des chaises, des trucs vraiment pas très modernes, et que mettre un collaborateur robot hyper moderne là-dedans, déjà ça va tiquer un peu, qu'il y aurait peut-être des choses de base à faire. Et donc voilà, moi je trouve que c'était une opportunité, le travail avec d'accompagnement de l'implantation de ce collaborateur robot pour travailler déjà l'amélioration de la situation de travail, tout court. Puis après on verra le robot. Après on avait un directeur d'entreprise hyper facilitant, il faut bien le dire. Donc ensuite, on a évalué les charges. Donc la grille APAC, je vous ai repris globalement les différents critères, avec notamment des critères d'ordre plutôt de charge physique, des critères plutôt sur la charge psychosociale, après plutôt cognitif, et des critères aussi de charge organisationnelle, notamment sur les relations de dépendance ou d'indépendance entre les postes, l'organisation, l'autonomie. On a transformé tout ça en questions pour les opérateurs. Donc, premier groupe de questions, on leur demandait de se positionner de pénible à adapté. Deuxième groupe, responsabilité par exemple faible, importante, ou relation avec les collègues mauvaise, bonne, voilà. Et pour finir, dépendance entre les postes, est-ce qu'elles sont contraignantes ou pas ? Donc, du point de vue de l'évaluation des facteurs de charge de travail, on a, je ne sais pas si vous savez, mais sur Impact, en dessous de 6, c'est mauvais. Donc, en fait, on a quand même globalement beaucoup de situations de travail qui sont... beaucoup de facteurs de risque qu'il faudrait améliorer, qui sont mauvais ou insuffisants. Et puis, quelques facteurs de risque qui sont moyens. Donc, voilà, pas mal de points à améliorer, avec notamment dans les plus mauvais la charge mentale du travail, et à la fois de la charge cognitive, on va dire, et de la charge physique. Du côté des opérateurs, donc là, au-dessus de la moyenne, ils ont plutôt évalué dans le positif le facteur, et en dessous de la ligne, là, en dessous de la moyenne, c'est plutôt évalué en négatif. Donc beaucoup moins de facteurs vécus comme péniblement ou en tout cas perçus comme étant des charges que l'évaluation de l'ergonome. Bon, alors là, petit doute, petite lézarde, comme on dit à Bordeaux, dans la tête de l'ergonome, en se disant bon, à la limite, ce qui peut le plus peut le moins. Si on évalue plus de charges que les gens le ressentent, tant mieux. Mais est-ce qu'en enlevant la pénibilité, on en est venu là quand même, est-ce qu'en enlevant la charge de travail, on ne va pas enlever le sens du travail ? Donc c'est pour ça qu'on est sur la question du sens. Et donc ensuite, on a regardé plus précisément
différents facteurs de charge, hein, donc notamment ceux qui ont été évalués comme les plus pénibles ou difficiles ou contraignants. Et on a regardé, donc ça vous avez les scores moyens. Désolée, on va faire un petit peu de stats. Donc on a regardé l'écart en fait des gens, on a fait des boîtes à moustaches. L'écart, comment les gens se regroupaient ou pas autour de la moyenne. Donc on avait 3 facteurs sur lesquels ils se retrouvaient à peu près. Et puis on avait quand même la répétitivité sur lequel on avait la moyenne, elle cache assez bien l'étendue des réponses, c'est-à-dire on a des personnes qui trouvaient que c'était pas du tout pénible les gestes répétitifs, qu'ils aimaient ça en fait, faire des mouvements, refaire les mêmes gestes, etc., le même travail, et ça les gênait pas du tout. D'autres qui étaient moyennement emballés hein, par cette charge-là, la répétitivité, et puis d'autres qui au contraire trouvaient que c'était effectivement la partie assez difficile à vivre dans leur activité. Voilà, donc on s'est dit on va aller creuser ça parce que comment on va faire nous si on file au robot les tâches les plus pénibles et que les gens ne sont pas d'accord sur c'est quoi le plus pénible, qu'est-ce qu'on va trouver comme consensus et où est-ce qu'on va le mettre ce robot. Donc on leur a quand même demandé, hein, comme je vous l'avais dit à la fin à la fin de l'entretien d'autoconfrontation, quelles tâches vous souhaitez déléguer au cobo. Et donc, on n'a à peu près aucun consensus entre les opérateurs. Donc, là aussi, petite lézarde en se disant, mais est-ce qu'en simulation, en faisant dans le groupe de travail, est-ce que tout le monde va pouvoir s'exprimer ? Est-ce qu'on ne va pas mettre en place une solution qui va convenir à un groupe au dépend d'un autre, etc. On va essayer de comprendre donc ces différences. Donc on avait un groupe qui voulait plutôt donner au cobo la charge mentale du travail et notamment la détection des défauts, qui était, j'expliquerai après, qui avait une peur en fait de donner des pièces en défaut aux clients, et c'était ça qui leur pesait le plus dans leur travail. D'autres, c'était la charge plutôt physique hein, du travail qui était pesante. Et puis on avait quand même 2 personnes qui nous ont dit, moi le cobo, je veux qu'il soit une aide pratique. Donc ça nous a... Oui, c'est mieux que le robot soit utile hein, quand même, hein, il le dit, l'opérateur. Un truc utile. Ouais, c'est vrai que si on met un cobo qui vaut beaucoup d'argent, tant qu'il soit utile. Donc voilà, un truc utile pour faire les cartons ou qu'ils aident le carton. Donc on était quand même très en lien avec la palettisation. Donc pour comprendre ces différentes... points de vue et ces différentes envies hein, de déléguer les tâches, on est allé remobiliser les questions de sens, notamment les questions aussi de sens des gestes professionnels. Donc, vu qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je ne peux pas trop détailler. Mais en gros, c'est de se dire, quand les gens se mobilisent dans leur travail, quand ils mobilisent leur corps, évidemment, ils le font en direction de quelqu'un. Pour qui ? Pourquoi ils mobilisent, ils mettent en œuvre hein, leur corps ? Qu'est-ce que ça leur demande d'un point de vue de leur sensibilité, de leur perception ? Qu'est-ce qu'ils doivent sentir ? Qu'est-ce qu'ils doivent contrôler de l'exécution aussi ? Donc, quelle est leur sensibilité hein ? Flore en parlait aussi hein, du geste sensible, etc. Et puis, quelle signification ils mettent derrière hein ? Comment ces gestes ont été construits, transmis ? Quelle est leur importance d'un point de vue du genre ? On pourrait dire un genre professionnel. Est-ce qu'il y a des des gestes empêchés. Donc en mobilisant ce modèle-là et en rajoutant ici utilité, accomplissement éthique, c'est juste pour dire, c'est les 3 dimensions que Coutreau et Pérez ont mis en évidence hein, dans les théories sur qu'est-ce qui fait sens. Quel est le sens de mon activité de travail ? Avoir un travail utile, avoir l'impression que je m'accomplis, que je peux développer mes gestes et réaliser mes gestes de métier dans mon éthique professionnelle. Donc, une fois qu'on applique un petit peu cette grille de lecture, on se rend compte que dans la situation de travail, et si on analyse collectivement, il y a une forte implication de la modalité visuelle, des gestes répétitifs, des manutentions, que en fait les gestes professionnels sont tournés vers les clients pour qu'il n'y ait pas de défaut, etc. Mais ils sont aussi beaucoup tournés dans le collectif, vers l'entraide, vers les collègues. Parce qu'il y a de la forte dépendance temporelle et spatiale entre les postes. Donc, il ne faut pas se surcharger les uns les autres. Et dès qu'il y a un poste qui est en débordement, il y a de l'entraide. Les gens vont vont s'aider, vont s'entraider. Et surtout, et c'est là que ça commence à se compliquer, si je laisse passer un défaut,
Je ne sais pas tout à fait depuis combien de temps j'aurais raté le défaut, donc on va aller défaire des cartons qui ont déjà été emballés. Donc en fait, laisser passer un défaut, certes c'est grave pour les clients, mais c'est aussi surcharger l'équipe de travail et c'est obliger à défaire du travail qui venait d'être fait. Et ça, certains opérateurs, vous vous doutez bien, le redoutaient énormément. Donc il y a un certain nombre de normes professionnelles sur la qualité du travail, à la fois par rapport aux produits, à la fois par rapport à ce que c'est qu'une belle palette, etc. Et si on creuse un petit peu dans le détail, en fait on se rend compte, bon je ne vais pas trop détailler tout ça, mais qu'il y a des tensions qui ne sont pas vécues de la même manière entre les deux groupes. Le groupe des opérateurs qui veulent déléguer la charge cognitive, ils vivent assez mal cet engagement de la modalité visuelle, le risque de surcharger le travail des collègues et le risque en fait d'envoyer des produits en défaut chez les clients. Et à l'inverse, le groupe qui veut déléguer la charge physique, ce qu'il préfère, lui, c'est cette responsabilité, cette autonomie, ce qu'on lui demande, cet engagement visuel, c'est ce qui casse pour lui la monotonie du travail. Comment on fait dans tout ça pour mettre un collaborateur robot ? Et ben en fait, on s'est rendu compte que ce qui réunissait tout le monde, c'était l'entraide. Et donc, on est parti en simulation sur trouver la place où le robot, il casserait moins le collectif. Et en fait, le robot, où est-ce qu'il casserait moins le collectif ? C'est soit au tout début, soit à la fin de l'enchaînement des 3 postes. Au début, pas possible, parce que techniquement, en fait, ça, c'est les collègues informaticiens, ils ont dit, mais faire le contrôle visuel, non, en fait, techniquement, on ne sait pas le faire. Il faudrait développer plusieurs IA, etc. Et ce n'était pas le cas. Donc, on va le mettre à la fin. Aider à la palette, avec l'idée donc aussi que l'opérateur qui serait délégué plus ou moins, enfin à qui les tâches auraient été déléguées en partie au robot pourrait prêter main forte aux deux autres postes. Donc en fait, on avait une position initiale du robot, le directeur d'entreprise. Je finis. Il envisageait donc le robot lui en sortie de four, vraiment à côté, à prendre. Et s'est rendu compte que vu l'espace, l'amplitude et puis les impossibilités techniques, c'était pas possible de mettre le robot à cet endroit-là. Si on s'appuyait sur les facteurs de risque par poste, là où le robot aurait été vraiment pertinent sur cette question de la pénibilité, c'est au moment où les gens mettent les bros dans les cartons. Sauf que beaucoup nous ont dit qu'ils aimaient beaucoup ce poste. Donc finalement, on l'a mis en aide supplémentaire pour faire les palettes. Donc pour conclure sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que pour moi, l'industrie 4.0, 5.0, c'est juste une opportunité, un cheval de Troie, voilà, je trouve, de remettre au centre du projet le travail réel. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Si on nous appelle, on y va, je crois. Il faut se dire ça. Par contre, ce que je trouvais de pratique, c'est qu'on peut mettre en place une démarche participative sous prétexte de l'acceptabilité. Parce que ça, tout le monde, maintenant, c'est un mot à la mode. Donc, voilà, associer les opérateurs. Et on peut vraiment prendre le temps de l'analyse parce que la techno, elle n'est pas mature. Donc, comme eux, ils galèrent à programmer, à mettre en place, etc., et ben, nous, on a le temps. On est moins pressés. Alors, c'est peut-être le luxe des recherches dans lesquelles j'ai été, mais on est moins pressés, en tout cas, d'arriver à des recommandations. À condition de bien mettre au cœur de la démarche et de tenir ce qu'un peu disait Flore, un modèle vraiment de l'humain au travail assez global et donc qui va aussi sur la sensibilité, ce qui fait que l'humain est humain quelque part. Il y a, pouvoir détecter des défauts, en fait, il n'y a que l'œil humain qui pouvait le faire sur un truc en verre, mais pas seulement l'entraide, c'est aussi la part humaine du travail. Donc voilà, tenir aussi, et ça fait plaisir aux opérateurs de savoir qu'ils ne sont pas remplaçables, vous vous doutez bien, qu'ils ont des compétences uniques. Je trouve aussi qu'on a intérêt à utiliser le potentiel des IA, qui sont censées être super intelligentes, pour pouvoir adapter aux variabilités interindividuelles. Ce que ne permet pas certains moyens de travail très rigides, ils n'ont pas cette flexibilité-là de pouvoir se mettre à la main d'eux. Et on pourrait très bien avoir un collaborateur robot qui collabore sur ça avec Jacques et qui collabore avec ça sur telle tâche avec Kim, le même. Et c'est l'intelligence artificielle qui s'adapte. Mais il faut le concevoir comme ça.
Voilà. Bon, je vous ai mis quelques perspectives de recherche en cours, mais j'ai pas trop le temps de détailler là. Mais donc, on poursuit nous les recherches actions sur la conception de robots pour voilà mieux les adapter en tout cas aux dimensions humaines. On essaye aussi d'intégrer, Flore en parlait, dans les modèles de simulation de production des modèles de l'humain au travail le plus complet possible. Je vais citer surtout le travail de thèse de Maxence Denu dans l'économie circulaire parce que c'est un doctorant qui est là, qui est en génie industriel et qui est venu écouter des ergonomes aujourd'hui, donc je lui dis bravo. Voilà, Maxence. Et puis comprendre aussi comment les nouvelles technologies et technologies émergentes vont modifier l'activité concrète de travail, parce qu'il faut savoir que le milieu agricole aussi il est fortement mobilisé et en tout cas transformé par tout un tas de technologies qu'on va vendre aux exploitants, et ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que ça modifie dans le travail de travailler avec ces techno émergentes. Voilà, je vous remercie. Merci Aurélie pour cette présentation.